Chers amis de Louis de Broglie, monsieur le chancelier honoraire, chers amis physiciens, scientifiques, chers parents, bienvenue. Bienvenue et surtout bienvenue si nombreux dans cette salle de l'école des mines pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui et je tiens à remercier la direction de l'école des mines qui nous permet de nous réunir aujourd'hui pour cette commémoration. Pour fêter cet événement si important, nous avons, comme on dirait à la télévision, réuni un merveilleux plateau. Et nous avons de nombreux conférenciers, très divers, et dans l'ordre, nous allons accueillir Philippe-Maurice de Broglie, Franklin Lambert, Aurélien Drezet, Thomas Durt et Satyanad Kishenasamy, et en guest star tout à l'heure également Gilles Cohen-Tanouji, qui n'est pas encore avec nous, mais qui a déclaré hier qu'il ne pouvait pas imaginer ne pas nous rejoindre pour nous présenter quelques diapositives. La journée a été préparée avec leur aide, et nous en sommes très reconnaissants, mais celle aussi des membres actifs de la Fondation Louis de Broglie et de l'Institut, Daniel Fargue, Philippe Frébault, Madame Morenas, et une pensée particulière pour le regretté Michel Karatchensev, récemment disparu, mais dont nous conservons avec émotion le souvenir. Et nous avons aussi avec nous le professeur Jacques Robert, qui sera le modérateur et l'épine dorsale de cet après-midi. Et quand même, un petit mot sympathique pour notre, entre guillemets, sponsor de presse, le journal Le Monde, qui a publié 6 fois notre annonce, alors que nous ne l'avions réglée qu'une seule fois. Ce qui laisse penser que dans la presse aussi, on aime la physique. Nous célébrons tous ensemble aujourd'hui un événement considérable qui n'a pas échappé à la communauté. En effet, 2 autres journées sont consacrées à l'anniversaire de la thèse de Louis de Broglie, une le 14 décembre dans les locaux de la Société chimique de France, à l'initiative du groupe d'histoire de la chimie, et le 19 décembre à la Bibliothèque nationale de France par le professeur Jean Dalibard, titulaire de la chaire Atomes et rayonnement au Collège de France. Cela fait déjà 3 réunions sur ce thème. Il sera donc difficile d'effacer l'importance de cet anniversaire. Brusquement, à la fin de l'été 1923, toutes ces idées se mirent à cristalliser dans l'esprit de Louis de Broglie et, parti de son intuition initiale, Pierre de Touche, il commence à développer ses réflexions. Il les rédige dans les fameuses 3 notes au compte-rendu de l'Académie de sciences en 1923, et nous avons célébré l'année dernière le centenaire au campus des Cordeliers pendant 3 brillantes journées, sous le patronage de l'Académie française. Puis sa thèse, soutien en 24, avec notamment dans son jury Perrin et Langevin. C'est un exercice de grand alpinisme. Rares sont les esprits qui atteignent l'inaccessible, qui se hissent au plus haut niveau de la connaissance, à une altitude qui paraît inatteignable. C'est le premier de cordée, qui découvre un monde dont il pressent l'importance, qu'il explore avec une incroyable acuité, qu'il révèle enfin. En 24, le 25 novembre, c'est presque la journée anniversaire, dans sa thèse de doctorat, Louis de Broglie émet l'hypothèse selon laquelle une onde pouvait être associée à chaque particule matérielle. En recevant le texte de la thèse, Einstein, enthousiaste, déclara dans une lettre célèbre à Paul Langevin, le 16 décembre, que de Broglie avait levé un coin du grand voile. Dans la conclusion de sa thèse, avec une élégante humilité, Louis affirme, maintient un doute et invite à poursuivre. La présente théorie doit donc plutôt être considérée comme une forme dont le contenu physique n'est pas entièrement précisé que comme une doctrine homogène, définitivement constituée. 5 ans plus tard, elle vaut à son auteur le prix Nobel de physique pour sa découverte de la nature ondulatoire des électrons. La percée conceptuelle de Louis de Broglie a joué un rôle fondamental dans le développement de la physique quantique. Elle régit désormais notre compréhension du monde microscopique et à la base d'innombrables applications depuis les composants électroniques que nous utilisons au quotidien jusqu'à un hypothétique ordinateur quantique. Ainsi naît la mécanique ondulatoire et une vision entièrement neuve des quanta. C'est une véritable révolution scientifique, conceptuelle, dans cette première moitié du XXe siècle. Soudain,
le jeune physicien, il a 32 ans, devient célèbre, très célèbre. Louis de Broglie n'en fera aucun état. Dans un monde moderne, bruyant, bavard, où la communication provoque des échos qui bien souvent amplifient des réalités modestes, l'image de Broglie étonne, inquiète, une figure presque romanesque, celle d'un prince, mais de la science, tourné vers la recherche strictement fondamentale et concentré dans son travail, encore le travail, toujours le travail. Le succès n'écarte pas le doute qui viendra l'inquiéter et sans faiblir, il remettra ses travaux sur le métier pour les vérifier. Attentif aux autres, insensible aux querelles, aux médiocrités des ambitions ou des carrières, il marchera vers sa vérité sans arrogance. C'est la figure de Louis de Broglie, son parcours si original qu'il ne peut être oublié. Sa découverte, ses travaux ont fait sa gloire. Mais la gloire passe, et rares sont ceux qui ne se contentent pas alors que de son ombre. Pas lui. Un moine de fer, une personnalité en retrait qui ne peut être mise en marge, qui doit être proposée à ceux qui trouveront dans sa personne et dans ses idées offertes à tous une source d'imagination, d'inspiration et de force. Écoutons Louis de Broglie lorsqu'il fut reçu par son frère Maurice à l'Académie française en mai 1945. Pour pouvoir soulever un coin du voile des apparences sous laquelle se cachent les insondables mystères du réel, il faut être guidé par des intuitions profondes et par un sentiment puissant de l'harmonie et de la beauté du monde. La nature ne livre ses intimes secrets qu'à ceux qui savent en comprendre la beauté. La science, dans ce qu'elle a d'élevé, est le tableau de la réalité éclairé par la lumière de la pensée humaine. On a dit de l'art qu'il était l'homme ajouté à la nature, tout aussi bien, peut-on en dire autant, de la science. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse naturellement la parole maintenant à Philippe Maurice de Broglie, qui, entre autres missions, conserve la maison de famille, qui, comme beaucoup le savent, contient un précieux laboratoire qui a servi à ses deux frères, et il va vous parler de cela, et plus largement de la relation si intime et si fructueuse qui a pu les unir. Monsieur le chancelier honoraire, monsieur le président, mesdames, messieurs, chers parents et amis. Vous m'avez très aimablement demandé de rappeler la mémoire de Maurice de Broglie, indissociable de celle de son frère Louis, dont nous honorons aujourd'hui le centenaire de la thèse. Je vais le faire brièvement devant votre assemblée d'éminents scientifiques. Ce sont des destinées bien singulières que celles croisées de Louis et de Maurice, frères par le sang et surtout indissociablement unis par la science. Dans quelques instants, M. Franklin Lambert le fera mieux que moi en parlant de Maurice de Broglie et les conseils Solvay, point de départ de l'œuvre de Louis de Broglie. Je ne ferai donc ici qu'évoquer modestement quelques aspects qui m'ont paru dignes d'intérêt. Ce qui différencie les deux frères d'abord, puis ce qui les unit surtout, pour terminer mon court propos en Normandie, terre de leur enfance. Ce qui les sépare, c'est essentiellement leur âge. Ils sont nés à 17 années d'intervalle, Maurice en 1875 et Louis en 1892. 17 ans, c'est presque une génération, avec tout ce que cela implique de différences d'éducation, de mentalité et de vécu. Mais ils ont vécu leur enfance et leur première jeunesse dans le même cadre, à Broglie dans la propriété familiale. Pour Maurice, major de l'école navale, se manifeste tôt le goût pour la science. Il est chargé à Toulon d'installer la radio sur les navires de guerre, déjà une question d'onde. Il se détourne rapidement d'une carrière tracée de marin pour s'orienter définitivement vers la science et devenir le grand spécialiste des rayons X que l'on connaît. Pour Louis, c'est d'abord le choix d'une licence d'histoire à la Sorbonne, en accord avec les orientations habituelles de sa famille, histoire pour laquelle il gardera un goût particulier sa vie durant, ce qui ne l'empêche pas de rendre visite à son aîné dans son laboratoire du 12 rue Lord Byron et de lire avec passion les procès-verbaux des conseils de Solvay de 1911, publiés par son frère et Paul Langevin. Le tournant de sa vie, dira M. Lechac, la révélation de sa vocation. Louis va prendre des études, scientifiques cette fois, pour aboutir quelques années plus tard à la thèse que nous célébrons aujourd'hui. Il a choisi à l'époque de la dédicacer à M. Paul Langevin, respectueux hommage,
et à mon frère Maurice, affectueux hommage. Ce qui unit les deux frères et les rapproche définitivement, c'est une bifurcation intellectuelle, voire sociale, avec la tradition familiale. Leur famille n'a en effet compté qu'à cette génération que des soldats, 3 maréchaux, des diplomates, des hommes politiques, 2 présidents du Conseil, et si on a une disposition pour l'écriture, des historiens, sans oublier la littérature et leur aïeul, Madame de Sales ou leur sœur Pauline de Pange. C'est donc la science qui est le point de convergence des deux frères Broglie. Évoquons leurs laboratoires respectifs qui expliquent à la fois l'objet de leurs études et les méthodes pour y parvenir dans un contraste saisissant. D'un côté la théorie, de l'autre l'expérimentation, qui sont dissociées mais complémentaires. Chez Louis, 2 rue Martin de Tézillat à Neuilly-sur-Seine, c'est un étroit cagibi proche de son bureau. Sur le mur de droite, des rayonnages abritent des livres scientifiques et sur le mur de gauche est accroché le tableau noir qu'il avait conservé de ses années d'études. Là, dans la solitude et le silence de la concentration, une craie à la main, le savant est en quête de l'intuition qu'il doit ensuite traduire en équation. Chez Maurice, 12 rue Lord Byron, dans le 8e arrondissement, c'est tout autre chose. C'est un cliché datant de 1923. On reconnaîtra sous une horloge 3 tubes de Crookes qui servaient alors à produire des rayons X. À droite, sur la paillasse, des condensateurs électriques et des rails comme ceux qu'on utilise dans les bandes optiques, avec un support de plaque photographique qui constituait le principal détecteur des rayons X. Ces deux espaces aujourd'hui n'existent plus. Dans le château de Broglie, par contre, où la place ne manque pas, perché à l'extrémité d'une longue bâtisse au premier étage, le vaste laboratoire de Maurice de Broglie est resté intact, avec ses longues paillasses et ses étagères recouvertes de flacons en verre et des notes de travaux méthodiquement classées, son arc électrique manuel dont les fils courent sur le long du plafond, sont le témoignage rare de l'expérimentation de la physique de son époque. Maurice a soigneusement préservé le berceau français de la famille avant de le transmettre à mon père Jean de Broglie. Je m'attache aujourd'hui à le conserver et à le restaurer pour faire perdurer la mémoire de ses différents occupants. Maurice fut maire du village pendant plusieurs mandats. La commune est également le lieu natal d'Augustin Fresnel, l'illustre promoteur de la théorie ondulatoire de la lumière, l'une des plus pures gloires de la science française selon les mots mêmes de Louis de Broglie. Parrainage symbolique et idéal pour les deux frères. Maurice et Louis consacreront leur vie à leurs travaux scientifiques et maintiendront toujours un lien étroit avec leur famille. Broglie reste le témoin aujourd'hui de cette double disposition, familiale et scientifique.